Mesdames et messieurs, bonsoir. Il a l'habitude de donner la parole aux journalistes, aux spécialistes, aux professeurs d'université, mais pas que. Aujourd'hui, Belle Ligne lui donne la parole. La parole, un mot-clé dans son ouvrage, La vie est un temps de parole. Dans l'ère du temps, les soubresauts socio-politiques rythment notre quotidien. Presque une décennie, les mêmes questions reviennent comme un leitmotiv, violence politique, contentieux électoral, question du troisième mandat. Le Sénégal est-il en train de faire du surplace? Sur son plateau, les places se méritent. Alassane Samba Diop pour les auditeurs et téléspectateurs, Lazou pour ses collègues, Monsieur Scoop pour ceux qui le connaissent. Il est aujourd'hui l'invité de votre émission Belle Ligne. Alassane Samba Diop, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Papa Lune, vous faites trop d'honneur pour m'inviter à cette émission que j'admire beaucoup, que je suis, et que tous les téléspectateurs de ITV suivent. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On change un peu, la démarche change. Vous avez l'habitude de poser des questions. Aujourd'hui, c'est vous qui recevez ces questions-là. D'abord, pourquoi l'écriture d'un tel ouvrage? J'avoue que c'est intimidant de se faire inviter de parler. Pour quelqu'un qui est habitué à donner la parole aux autres, lui prendre la parole de parler, c'est toujours difficile. Ce livre, il a été fait parce que c'est parti d'un constat. Pendant pratiquement plus de 18 ans, j'ai animé une émission au niveau de la RFM qui s'appelait Remue-Ménage. D'ailleurs, même le nom de l'émission posait problème au début parce que les gens se demandaient pourquoi Remue-Ménage et pas Remue-Ménage. Oui. Parce que les ménages vont avec la réflexion. Mais je dis que c'est provocateur. Remue-Ménage, justement, c'est pour susciter ce débat, susciter justement les questions des gens qui ont fait que j'ai appelé l'émission Remue-Ménage. Et les gens me diront pourquoi Remue-Ménage. Et savoir susciter la curiosité pour accrocher l'émission par rapport à celles qui voudraient la suivre. Donc, des archives qui ont été gardées pendant plus de 18 ans. Un jour, il y a Pierre Goudiaby Atepa. Je lui rends hommage parce qu'il fait partie des gens qui m'ont incité à faire ce livre. Il me dit, Alassane, je ne comprends pas, tous les dimanches, tu reçois des gens qui viennent dire des idées très intéressantes. Et vous savez, le sort des archives dans nos pays, la plupart des archives sénégalaises se trouvent à l'INA en France et c'est difficile aujourd'hui pour les Sénégalais d'avoir accès à ces archives qui coûtent très cher. Pourquoi tu ne prendrais pas tes archives, essayer de les décrypter et en faire un livre? L'idée est partie de lui. J'ai essayé de rassembler les archives parce que j'avais l'habitude à chaque émission d'enregistrer mon émission pour la garder pour moi, les archives pour les réécouter et voir quelque part si j'ai eu à faire des choses qui n'ont pas été bonnes ou pas, comment les changer, comment les rectifier. Et l'écoute des archives prend beaucoup de temps. Il a fallu avoir un budget. Et je rends hommage aujourd'hui à Pierre Goudiaby Atepa qui a décaissé de l'argent qui est de 5 millions de francs CFA en me disant Alassane, je participe à ce que tu décryptes les archives, pour avoir des archives avec toi. C'est plus de 3000 pages qui ont été faites. Il fallait prendre des étudiants qui écoutent, parce que réécouter une émission, mot par mot, décrypter, ça prend beaucoup de temps. Et ça a pris 5 ans pour faire ça, pour décrypter tout. Et avec ce décryptage, on a pu produire déjà un premier livre avec en rendant hommage à Amidou Dia, à Mohamed Mbodj, à Ibrahim Sow. D'autres livres attendent à Hero Fall, l'un des plus grands historiens sénégalais aussi, qui était candidat indépendant à l'élection présidentielle au Sénégal. Il y a Tamsir Ndiaye Jupiter, qui est l'un des journalistes les plus cultivés du Sénégal aussi. Tous ces gens ont eu à faire des passages dans cette émission-là. Nous projetons de faire d'autres livres pour le rendre hommage. Et ce livre-là éternise un peu leur prise de parole dans votre émission Remue-Ménage à la RFM, l'ère du temps ici sur e-radio. Et quand on lit un peu cet ouvrage et surtout les émissions que vous avez faites avec ces éminentes personnalités, on voit un peu que les mêmes questions reviennent tout le temps. Par exemple, en 2012, vous parliez avec vos invités de la question de candidature unique dans la coalition Benno Siggil Sénégal et la même question se pose pour la coalition Yewwi Askan Wi. On voit un peu que la politique n'avance pas, elle stagne, même recule. C'est extraordinaire au Sénégal aujourd'hui, les mêmes pratiques restent. Les acteurs ont certes changé, mais les mêmes pratiques restent. Le constat qu'on fait au Sénégal, c'est une sorte de vase communicant. Ceux qui étaient dans l'opposition hier sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir sont dans l'opposition. Le système, il reste le même. Les pratiques restent les mêmes, la façon de faire reste la même. Maintenant, le débat est là. La question de la candidature unique s'est posée en 2011-2012. Les questions de corruption sont posées et se posent encore actuellement. Les questions de coalition se posent et se posent actuellement. Voilà quelque part la stagnation de la politique au Sénégal.
l'impression qu'on a, c'est que les politiciens sénégalais en ont fait un métier. Ce qui ne les intéresse pas de changer la vie des Sénégalais, c'est d'occuper des postes de responsabilité, avoir accès aux ressources et puis les dilapider. Et pourquoi rien ne change depuis lors? Mais parce que justement, il n'y a pas de volonté de changer. Les gens, ils ne viennent pas pour changer. Ils viennent pour occuper des postes. Il n'y a pas grand-chose qui change au Sénégal. C'est depuis Senghor jusqu'à Abdou Diouf. Aujourd'hui, Abdou Diouf a fait 20 ans au Sénégal. C'est vrai qu'il a instauré la démocratie intégrale au Sénégal, il a fait la liberté de presse, il a fait quelque chose, mais sur le plan des infrastructures, il n'y a pas photo comparé à Abidjan à Dakar. Si vous allez à Abidjan, comparé à Dakar aujourd'hui, on parle d'échangeurs ici au Sénégal aujourd'hui, mais Abidjan, c'est fait depuis Mathusalem. Les choses ont changé sur le plan économique aujourd'hui. Abidjan a beaucoup plus de dynamisme que le Sénégal, parce que les gens se mettent au travail. Mais ici, le problème fondamental qui se pose au Sénégal, c'est que les fonctionnaires qui doivent être dans des postes pour travailler pour la population sont dans la politique. Et ils font de la politique. Aujourd'hui, nous sommes en pleine pré-campagne pour les locales. Vous allez dans des bureaux, la plupart des fonctionnaires ne sont pas là. Ils sont à l'entrée du pays en train de faire campagne. Les directeurs généraux sont investis, les ministres sont investis. Et ça pervertit un peu l'administration. Quand le chef de l'État dénonce en disant que oui, on recrute des gens n'importe comment, mais il doit interroger sa propre responsabilité, lui, qui a mis les gens là-bas. Si on nomme des gens dans n'importe quelle responsabilité, on a le devoir aussi de vérifier, de faire le suivi, de contrôle des directives qu'on a données, est-ce qu'ils ont été appliquées ou pas. Au Sénégal, on a créé aujourd'hui une commission de suivi des politiques publiques. On se demande quel est son travail jusqu'à présent. Et exactement, vous parliez tout à l'heure de la prise de parole du président qui dénonçait les recrutements anarchiques dans les structures de l'État, un des gros d'étranglement. Est-ce que nous avons mal compris un mot qui est extrêmement important, c'est la République, ce que tout le monde partage? Est-ce qu'aujourd'hui, la République, la Respublica, c'est que tout le monde partage ou bien une minorité partage? Je ne pense pas qu'au Sénégal, qu'on ait compris ce qu'est la République. J'ai l'impression que même la démocratie qu'on pratique dans le pays est une greffe qui n'a pas trop prise. Parce qu'au Sénégal, il y a un souci important. Nos sociétés, est-ce qu'elles sont formatées à la démocratie telle que pensée à l'Occident? Est-ce qu'on a pris en charge nos pratiques culturelles et culturelles pour les adapter par rapport à la démocratie telle que conçue en Occident? Je pense que c'est une question que les anthropologues et les sociologues doivent se poser, aller creuser davantage qu'est-ce qui ne marche pas dans la démocratie dans nos pays. Parce que telle qu'elle est faite ailleurs, il y a des choses que les gens quand même ont pu avoir. Ils ont réglé des questions de base, ce qu'on appelle l'échelle de Maslow. Manger, boire, se vêtir, ils ont réglé ces questions-là. Mais dans des pays où tout est prioritaire, est-ce qu'on ne peut pas de démocratie dans un pays où quand tu vas aujourd'hui à Djidakar ou bien à Marsassoum, il y a des gens qui n'ont pas d'eau pour boire, ils n'ont pas d'eau pour se laver, ils n'ont pas même un centre de santé pour se soigner. Voilà les questions fondamentales qu'on doit poser dans notre pays. D'abord, régler les priorités des Sénégalais et pas de démocratie après. Sinon, la démocratie, c'est juste un paravent qu'on met dans nos pays pour gérer et puis pour faire peut-être plaisir à l'Occident. Ils considèrent que les schèmes de pensée qu'ils ont, c'est ça qu'on doit avoir. Et d'ailleurs, elle exclut même certaines franges extrêmement importantes dans la société. Quand on a vu également, par exemple, les révolutions au mois de mars, il y a eu une sphère, la sphère religieuse, qui a joué un rôle important. Et pourtant, dans la République, elle n'est pas institutionnalisée ni officialisée. On a un peu ces angles morts qui font partie de la République. Et aujourd'hui, par exemple, quand on parle la langue française, la majorité ne la parle pas. Et cette majorité-là, elle est exclue par cette République-là que nous avons importée de l'Occident. Oui, la sphère religieuse, c'est une réalité dans nos pays. On devrait aujourd'hui dans nos pays réfléchir comment intégrer la dimension religieuse dans nos façons de gérer nos pays. Parce que dans un pays où 95% des Sénégalais sont des musulmans, où les khalifes généraux ont une prépondérance dans la marche de la société, on doit les intégrer même dans les avis, comment gérer les pays. Je pense aujourd'hui, si on avait institutionnalisé une sorte de haut commissariat religieux, je ne sais pas comment on l'appelle, une instance qui permet de réfléchir et donner aussi son idée par rapport à ça, c'est important. Le combat qu'on menait aujourd'hui les arabisants, moi j'ai toujours dit que c'est des Sénégalais, c'est pas parce qu'ils sont arabes qu'on doit les exclure de la marche du pays. Un ingénieur, on peut trouver un arabe, on peut trouver un maîtrise en arabe ou un mathématicien en arabe, c'est pas la langue qui est la plus importante. Mais aujourd'hui dans notre pays, les langues importées, langue française, on les a imposées dans nos écoles, chez nos enfants, en excluant une marge importante de la société. Et pourtant, des études ont été faites. Abdou Salam Fall, avec son mouvement sociologue, avait fait une étude qui a montré que les enfants sénégalais qui sont instruits en mathématiques dans les langues nationales sont 2 fois plus performants que ceux instruits en français, quand ils sont dans le même cycle d'études. Il n'y a que la volonté politique qui reste.
Exactement, et vous le dites, et d'ailleurs Cheikh Anta Diop l'a dit, aucune nation ne peut se développer avec la langue d'autrui. Parlons un peu de la politique. Vous disiez tout à l'heure que c'est un métier. Il y a dans le terme métier, le terme argent. Pourquoi aujourd'hui l'argent occupe le devant de la scène? L'argent a-t-il corrompu notre République aujourd'hui? Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Oui. L'argent a corrompu peut-être nos âmes dans ce pays au Sénégal. Il faut qu'on voit beaucoup de choses. Aujourd'hui, même chez vous, dans vos propres familles, la considération que les gens ont pour vous est en fonction de votre capacité financière. Vous allez dans les familles, l'aîné n'a pas de travail, n'a pas les moyens financiers de subvenir aux besoins de la famille, il est pratiquement marginalisé. L'hypocrisie vient de nos maisons d'abord. C'est d'abord dans l'éducation, parce que les politiciens sénégalais, ce n'est pas des Kosovars, ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Irlandais, c'est des Sénégalais qui sont nés dans nos maisons, qui sortent de nos maisons. Donc ce qu'ils transposent sur le plan politique, c'est ce qu'ils vivent dans les maisons. Aujourd'hui, c'est ça la vraie réalité. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est pour moi de revenir aux fondamentaux. Aujourd'hui, on a même besoin dans ce pays d'une école pour rééduquer les pères de famille. Ah oui. À comment éduquer les enfants. Comment les pères de famille doivent revenir aux fondamentaux d'éducation. Nous rentrons chez nous le soir. Nos enfants sont sur des téléphones portables. La communication familiale n'existe plus. Rares sont les familles aujourd'hui qui mangent ensemble autour du bol. Tout ça, ça crée une non-communication dans la famille. Les gens vivent ensemble mais ne se parlent pas. Oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que les enfants grandissent dans cette atmosphère où il n'y a pas de communication, où les pères de famille, eux, ne communiquent pas. Chacun pense que tous les jours, il faut se lever, aller chercher de l'argent pour nous, la famille. Il n'y a que l'argent qui compte. Même la relation que les enfants ont des fois avec leurs parents, c'est des relations mercantiles. C'est ça la vérité. Oui. Et est-ce qu'on peut trouver dans la famille les germes de la violence aujourd'hui, qui est comme un variant qui est partout, par exemple? On parle de la violence chez les jeunes, la violence à l'université, la violence dans la politique. Est-ce que ça commence, le soubassement de la violence commence dans le cocon familial? Mais bien sûr, la famille est déjà dans la famille, le fait même de mettre les enfants en compétition déjà, c'est créer de la violence symbolique. Les enfants sont mis en compétition. Les gens sont en train de voir ton grand frère est plus intelligent que toi, il a des résultats, on lui donne ceci, on donne cela. Alors que l'intelligence, c'est pas seulement l'école. C'est pas parce qu'on a été à l'école qu'on est intelligent. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école qui sont super intelligents. Plus riches même. Plus riches, du point de vue même, comment on appelle ça, du point de vue commercial. Si on regarde aujourd'hui Serigne Mboup, qui est un des exemples de Dara, qui est de Dara, qui a construit, qui est capitaine d'industrie. Je pense que la violence, d'abord, c'est dans la famille, la compétition qu'on instaure dans la famille avec les enfants. D'abord, il faut regarder ce genre de choses-là. La deuxième chose, la façon dont les enfants sont éduqués. Il y a de moins en moins d'amour dans les familles. Et les gens sont tellement omnibulés par l'argent que l'argent est devenu aujourd'hui un facteur de distanciation, de création, de frustration dans la famille. Les enfants sont exposés à des réseaux sociaux. Ils sont tout le temps avec des téléphones portables. Ce qui regarde, c'est très violent. Il n'y a pas de contrôle familial. Mais quand les enfants sortent, ça explose. Et la question sociale est importante dans cet ouvrage. Il y a également un autre point, c'est la question sécuritaire. En 2012, avec vos invités, il y avait la question du Mali en 2012. Il y a eu l'intervention de la France en 2013. À Bamako, les terroristes étaient à l'orée un peu de la capitale. Aujourd'hui, les mêmes stigmates sont là. La Guinée, le Mali ont des gouvernements militarisés. Le terrorisme est toujours là. Il n'y a pas encore de solution. Vous en parliez en 2012. Nous sommes en 2021, presque en 2022. Oui, mais la responsabilité de la France est engagée avec Sarkozy, qui a d'abord fait tuer Kadhafi pour que la Libye soit désintégrée et que les Touaregs qui étaient là-bas avec la Libye, qui était un verrou sécuritaire, que ces Touaregs envahissent le Mali aujourd'hui. C'était prévisible. J'ai assisté à une rencontre en 2018. Oui. C'était à Lomé. C'était avec Soumaïla Cissé, qui était président de la commission de l'UEMOA. Mohamed Lamine Loum, ancien Premier ministre du Sénégal, faisait partie des experts. Ils avaient écrit un livre qui s'appelle UEMOA 2020. Et dans ce document qu'ils avaient écrit, ils parlaient déjà de l'envahissement du Nord Mali par des bandes armées, par le trafic d'alcool, trafic de drogue, trafic de cigarettes. La cigarette aujourd'hui est un gros trafic entre le Mali et la France. Les gens avaient déjà parlé de ça. Ils avaient même préconisé de la mise en place d'une armée fédérale africaine. Mais le résultat, c'est quoi? C'est rien. Vous avez l'Union africaine, l'Union africaine, oui, c'est depuis l'OIA, où on parle de l'armée, la force africaine en attente. Depuis 10 ans, cette armée elle est en attente. L'ex-président guinéen Sékou Konaté avait été nommé comme étant le patron de cette force-là. L'effort n'a jamais marché. Il n'y a pas d'armée fédérale. Les pays africains ont sous-traité leur sécurité
avec les pays occidentaux. On l'a vu avec la présence de Wagner, par exemple, des mercenaires aujourd'hui qui divisent le Mali et la Centrafrique. Oui, parce qu'il y a des enjeux géostratégiques, géopolitiques. Le Mali est très riche. Le nord Mali est très riche en eau douce. Les prochaines batailles mondiales qui vont se dérouler à travers le monde, ce n'est pas l'or, ce n'est ni le pétrole. C'est l'eau douce. Les changements climatiques feront qu'aujourd'hui, qu'il y aura énormément de concentration de batailles pour contrôler l'eau. On voit ce qui se passe en L'Égypte et l'Éthiopie par rapport au barrage. Et de même la Palestine avec l'Israël. Voilà, je pense que ces questions-là, c'est des questions très importantes. Aujourd'hui, ces pays occidentaux-là sont dans la perspective, ils travaillent beaucoup, ils anticipent ce qui va se passer. Ils vont aller au Nord Mali, il y a des richesses au Nord Mali. Si aujourd'hui Macron revient voir Assimi Goïta dans quelques jours, le 20 prochain, c'est parce que la France s'est rendue compte que sur le plan géostratégique, le Mali est important pour la France. Et il est pragmatique, le président français. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Est-ce que cette présence-là de la force militaire africaine n'est-elle pas urgente, surtout au Mali où les soldats de l'opération Barkhane ont commencé à quitter dernièrement Tombouctou, et aujourd'hui l'urgence est de mettre en place cette armée africaine pour au moins dans le domaine sécuritaire nous soyons souverains indépendants. Mais c'est plus qu'urgent. Et ça, c'est les chefs d'État qui doivent prendre responsabilité. Chercher les moyens de mettre ça en place. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'État, le président Macky Sall, dénoncent aujourd'hui la façon dont la politique internationale est faite, les rapports de force internationaux, la Banque mondiale, le FMI qui imposent aux pays africains un certain nombre de règles qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir de ressources pour travailler. Nos pays sont sous contrôle de l'Occident, sont sous contrôle des pays occidentaux. Vous savez, quand on organise des sommets en France en disant oui, c'est un sommet pour revoir un peu la tête africaine et de les Africains s'en sortir. Non, c'est du saupoudrage. C'est juste pour maintenir les pays africains en apnée, pour qu'ils puissent continuer à produire, que les entreprises françaises qui sont au Sénégal, qui sont aussi à travers le monde, puissent continuer à fonctionner, enrichir la France. La France n'a jamais l'intention de sortir les pays africains de la pauvreté. La Banque mondiale n'a jamais sorti un pays de la pauvreté. Idem pour le FMI. Joseph Stiglitz, qui était à la Banque mondiale, le FMI, a sorti un livre qui s'appelle La Grande Désillusion. Et dans ce livre, il explique aujourd'hui en quoi la Banque mondiale et le FMI sont incapables de faire développer les pays africains. Ça ne les intéresse pas. Ces banques ont été créées pour partager justement les richesses africaines. Donc ils n'ont pas intérêt. C'est aux Africains de prendre en charge leur responsabilité. C'est aux dirigeants africains de prendre en charge leur responsabilité de diriger leur pays. Parce qu'il y a une jeunesse africaine qui est aujourd'hui de plus en plus consciente, parce que présente dans les réseaux sociaux, qui comprend les enjeux de ce qui se passe. Il faudrait que les leaders africains, les leadership africains anticipent pour comprendre ce qui se passe, fassent corps avec sa jeunesse pour s'en sortir. C'est la seule voie. Sinon, les risques d'avoir des révolutions. Et les risques, on l'a vu, on le voit, c'est le terrorisme, la faiblesse des États fait le terreau un peu à l'instauration des terroristes. Le président de la République en a parlé récemment avec sa dernière sortie qu'il a accordée aux médias occidentaux. Le terrorisme, le Sénégal doit-il être plus que vigilant même aujourd'hui? Mais plus que vigilant, le Sénégal, on a la frontière. Le Mali c'est à côté. Vous avez la Guinée-Conakry à côté, vous avez la Guinée-Bissau à côté, vous avez le Burkina Faso aujourd'hui qui est pratiquement très affaibli. Le Mali a perdu une partie de souveraineté de son pays. Je pense que le Sénégal doit être plus que vigilant. Et le Sénégal doit participer à aider à ces pays-là à combattre le terrorisme. Parce que c'est une question de, comme avait dit Senghor, de cercle concentrique. Nous sommes des voisins. Ce qui touche aux voisins, forcément, doit nous toucher. Nous doit être très vigilants par rapport à ce qui se passe là-bas, aider ces pays à s'en sortir, beaucoup de solidarité avec ces pays-là. Le Sénégal a une chance à des confréries qui sont des soupapes de sécurité par rapport à ces questions djihadistes. Où aujourd'hui, la plupart des Sénégalais courent plus à ces confréries qu'à d'autres religions, entre guillemets, importées. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait un travail qui est fait de développement des régions côtières vers le sud du pays, vers l'est du pays. On doit investir davantage là-bas pour permettre aux jeunes qui sont là-bas à trouver du travail. Par les djihadistes, ils ont les moyens, ils ont des motos Jakarta, ils peuvent donner ça aux gosses qui sont dans les sous-régions. Et les gosses, quand ils n'ont pas d'espoir, ils vont tomber entre les bras de ces gens-là. Je pense qu'il faut fondamentalement aller au-delà du discours, aller sur la réalité des faits, des concrets. Les jeunes ont besoin de concret pour qu'ils puissent sortir de cette situation dans laquelle ils sont. J'ai toujours dit qu'il faut faire très attention. Les médias occidentaux s'installent au Sénégal. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Sénégalais. Si aujourd'hui, encore une fois,
RFI fait du Mandinka, fait du Fulfulbe, que Canal crée une chaîne qui s'appelle Sounier fait du Wolof, que la Voix de l'Amérique fasse du Wolof, qu'aujourd'hui que la radio internationale fasse la langue nationale, ce n'est pas pour les beaux yeux des Sénégalais. Le Sénégal est un pays attractif, intéressant avec ses ressources pétrolières et gazières. Les gens viennent faire de soft power. Ils viennent parler nos langues, faire passer le message à travers nos langues. Est-ce qu'aujourd'hui l'État du Sénégal sait ce que dit RFI en Fulfulbe vers Kédougou, vers Tambacounda, au sud du pays? Il faudrait qu'on soit extrêmement vigilant. La riposte doit être globale. Ah oui, ce qui est donné doit être holistique par rapport à beaucoup de choses. Et ça, c'est le ministère de la Culture et de la Communication et les stratèges de l'État qui doivent réfléchir sur une stratégie par rapport à ces médias qui sont venus s'installer au Sénégal. Pas pour les beaux yeux des Sénégalais, c'est parce que le Sénégal devient intéressant. Vous allez dans la sous-région, par exemple, avant, en Côte d'Ivoire et en Guinée, RFI était la première radio là-bas parce que tout le monde parle français là-bas. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est langue nationale avait gêné ces radios-là et n'avons pas pu s'implanter au Sénégal comme ils le voulaient. Maintenant, ils se réajustent. Ils se mettent en langue nationale parce que le Sénégal est devenu intéressant du point de vue économique. C'est important que les gens réfléchissent à cela et c'est très très important. Et donner la sensibilité, une position de choix à l'information, mais également aux journalistes. Mais on voit un peu, j'ai parlé tout à l'heure de la puissance douce, même les présidents africains, quand ils font leur annonce, ces annonces-là sont faites au micro des médias occidentaux. Comment analyser tout cela, vous qui avez une grande expérience dans le domaine des médias, par exemple? On l'a vu récemment. Il y a deux dimensions. La première, d'abord, c'est une dimension qu'il faut analyser en profondeur. Les ravages du colonialisme et de l'esclavage. Je pense qu'il y a des problèmes psychologiques profonds qui ont atteint la mentalité des Africains qui croient que tout ce qui est blanc, c'est bon. Nos chefs d'État aussi sont nés dans cet environnement-là. On nous a enseigné que Lat Dior ne vaut rien, que Samori ne vaut rien, que Béranger ne vaut rien, que c'est Faidherbe le héros. Ils ont appris ça à l'école. Ils ont grandi dans cette histoire défaitiste. Ils ont grandi en étant moulés dans ce genre de situation qui font qu'ils ont du mal à se départir de cette idée que noir peut être meilleur que n'importe qui ou quelle autre personne. Il y a cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Ce complexe-là que les gens traînent partout, comme nos dirigeants. La preuve, même nous, quand quelqu'un d'entre nous réussit, il va chercher une femme teint clair. Et le fait de chercher une femme teint clair donne l'idée à nos autres sœurs qui sont dans les maisons que le teint clair est meilleur que le teint noir. Et ce qui fait que les filles-là s'adonnent ce qu'on appelle le khessal, à la déclimentation qui crée des ravages. Tout ça, on ne mesure pas les conséquences de nos actes. La deuxième chose aussi, il faut que la presse sénégalaise aussi soit beaucoup plus consistante. Que les gens aussi, quand vous devez aller, pas dans le chef d'État, que vous prenez les moyens de poser des questions importantes. Je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la presse sénégalaise aujourd'hui. Elle est envahie par des gens qui n'ont rien à voir avec la presse sénégalaise, qui ont emporté notre métier et qui ont créé une situation, ce que j'appelle les volontaires de l'information et de la communication, qui font très mal la profession, qui font que même les dirigeants, des fois, ont du mal à nous parler parce qu'ils trouvent qu'en face d'eux, il n'y a pas de gens assez outillés pour le faire. Je pense que quand on fait un métier, il est important de se former dans ce métier-là. C'est ouvert à tout le monde. Mais quand tu décides de venir faire du journalisme, prends le temps de te former sur le tas, ailleurs, mais forme-toi au moins quand tu seras face à un chef d'État ou bien responsable, à une personne responsable, que les questions que tu poses doivent être des questions vraiment qui sont intéressantes ou bien qui sont consistantes, au lieu de faire ridiculiser sur les plateaux. Et pourtant, au Sénégal, le Sénégal constitue un peu un paravent par rapport à la percée des médias occidentaux. Au Sénégal, on a de grands groupes de presse qui font barrage à ces médias occidentaux-là. Est-ce que la question n'est pas plus de les valoriser, de leur accorder la plus-value en ce qui concerne surtout les questions qui touchent aux Sénégalais, par exemple? Mais bien sûr, nos dirigeants doivent donner de l'importance à leurs médias. Ils doivent renforcer leurs médias pour renforcer leur pays. C'est important, parce que partout à travers le monde, quand vous allez aujourd'hui en France, c'est très difficile qu'un média africain ait une interview avec un président français. C'est très difficile qu'un média africain ait un président américain. Mais parce que les médias français parlent au français. Et que la France a mis en place des lois ailleurs pour que leurs médias soient accompagnés. Parce qu'ils ont compris que ces médias-là sont aussi des vecteurs de la culture française. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les médias publics français, vous allez par exemple à Paris, mais RFI c'est en 1992 qu'on a commencé à l'écouter à Paris. Dans d'autres régions de France, vous ne l'écoutez pas. C'est la voix de la France. C'est ça. C'est comme la voix de l'Amérique, c'est la voix de l'Amérique. Ces médias ont été renforcés, ils ont mis en place des moyens pour qu'ils aillent conquérir le monde. Je pense qu'Abdoulaye Wade avait une très belle idée, qu'il avait avancée, c'est la RTA. La radio-télévision africaine qu'on devait mettre en place pour que l'Afrique ait une voix aussi et son propre média.
Mais le problème fondamental, c'est que nos chefs d'État sont dans leur micro-État et leur micro-souveraineté qui font que c'est impossible qu'ils s'entendent entre eux pour mettre en place une politique globale pour l'Afrique. Et nous allons finir, comme la dernière émission qui, sur ce livre-là, avec le feu Ibrahima Sow, qui parlait un peu de la question du mandat. Ça divise toute la question du troisième mandat, divise le pays. Et Ibrahima Sow parlait d'un seul mandat pour le président de la République. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, il avait proposé un mandat de 7 ans. Oui. Pour que le président qui est élu puisse venir travailler. Mais c'est des schémas. D'autres proposent autre chose, d'autres proposent d'autres situations. Il y a certains qui disent un seul mandat. Le même problème revient. Oui, il revient. Il y a des gens qui disent un mandat. Pour un président, il ne va pas travailler. Par des gens sauront qu'il n'a pas plus d'autorité. Il n'est là que pour 7 ans. Donc, ils vont torpiller son mandat pour qu'il partir. D'autres pensent que s'il a 2 mandats, les gens vont avoir peur parce qu'il peut avoir un deuxième mandat, il peut créer des problèmes. Il y a énormément de schémas qui ont été mis en place. Mais l'essentiel est que les gens puissent sentir que celui qui les dirige s'occupe d'eux. C'est ça le plus important. Que celui qui a été élu s'occupe des Sénégalais et s'occupe des difficultés des Sénégalais et cherche à sortir des Sénégalais des difficultés dans lesquelles nous sommes. Mais aussi il y a la responsabilité aussi des Sénégalais eux-mêmes, de nous-mêmes, par rapport à notre comportement vis-à-vis de la chose publique. Est-ce que nous sommes assez républicains, assez démocrates pour aussi considérer ce que nous avons comme étant pour nous? Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas s'en sortir. Et ça repose fondamentalement la question de l'éducation. J'ai toujours dit que je ne crois pas au plan Sénégal émergent, mais je crois au plan Sénégal éducation. Le PSE éducation, il est extrêmement important. Parce que vous avez beau construire des infrastructures pour des gens, même si c'est un diamant, si les gens ne comprennent pas ce que ça signifie et ce que ça vaut, ils ne comprendront pas l'utilité de la chose. On l'a vu avec les stades. Oui, le stade Galandou Diouf récemment avec un. Moi, j'ai préconisé même mieux que ça, que le service civique national qui devait être militarisé. Que pendant les vacances, qu'on prenne les jeunes dans les camps militaires en charge pour les former à la citoyenneté, alors que le drapeau national, l'hymne national. Le matin, les jeunes peuvent aller faire de la théorie dans les classes, le soir, ils sont dans les ateliers. Dans chaque camp militaire au Sénégal, vous avez des génies militaires, où les gens peuvent faire de la mécanique, de la plomberie, de la menuiserie. Et ça, au moins, permet aux gens d'avoir un métier. Pendant les 3 mois de formation, ils sont initiés. Ils peuvent, avec leurs mains, faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas prendre toute la jeunesse, la mettre à l'école formelle sans qu'il n'y ait pas de formation professionnelle à côté et les gens ne pourront pas utiliser leurs bras, ils ne pourront pas travailler. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour aller plus loin à l'université et d'autres qui peuvent travailler avec leurs mains. Je pense que c'est important que les camps militaires dans les régions puissent prendre la chasse des jeunes là pendant les vacances. Les navetans, il y a énormément de violence. Les stades sont cassés par des jeunes, par tout simplement il y a un déficit de citoyenneté et d'éducation. Et ceux qui dirigent le pays doivent être les premiers à montrer le bon exemple. Parce que si vous voulez que les gens suivent ce que vous faites, vous devez être les premiers à montrer le bon exemple. Que les ministres viennent à temps au bureau travailler, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, quand vous levez à 6h jusqu'à 6h30 du matin, la route est fluide. À partir de 7h30, c'est les embouteillages. Ce qui veut dire que 95% des Sénégalais ne vont pas au bureau à l'heure, à commencer par ceux-là qui doivent les diriger. Parce que ceux qui dirigent sont à l'heure au bureau, les employés pourront venir à l'heure. Je pense qu'il y a énormément de choses à changer dans ce pays pour que les choses puissent avancer. Le temps passe vite avec l'ASU, 20 ans, une trentaine de carrières et on suit. L'exemple, c'est important, l'exemple que vous donnez également à nous qui sommes des jeunes dans ce métier-là qui est exigeant mais qui est passionnant comme vous le faites, Alassane. Oui, c'est un métier extrêmement passionnant. Moi, j'ai toujours dit, quand vous voulez faire du journalisme, si vous n'avez pas de passion, ce n'est pas la peine de faire ce métier-là. C'est un métier très exigeant qui vous bouffe votre temps, votre vie, mais c'est un métier passionnant qui fait que vous rencontrez d'excellentes, de merveilleuses personnes qui tissent des liens énormes. Mais c'est un métier aussi, comme l'a toujours dit Mamdes Camara, le meilleur papier, c'est celui que tu feras demain. Donc c'est qu'aujourd'hui, il faut toujours remettre les choses à l'ouvrage. J'estime qu'il y a une jeunesse qui est là, surtout ici à Média. Je vous rends hommage pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire dans cette maison. Et ça prouve qu'il y a du talent dans cette maison. Et d'ailleurs, Belle Ligne, c'est l'une des émissions les plus suivies de la chaîne. C'est une très bonne émission qui est faite et qui permet aux gens de venir échanger les idées. Je pense qu'il faut continuer à travailler, ne jamais être grisé par cette histoire de succès, comme on dit entre guillemets. Parce que j'ai toujours dit, la star, c'est la radio et la télé. La preuve, si vous restez pendant 6 mois, vous ne parlez pas à la radio et à la télé, les gens vous oublient, passent à autre chose. Nous, on l'a vécu quand on a quitté le groupe Walfadjri. Pendant 6 mois, nos téléphones ne sonnaient plus, parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité, avoir les pieds sur terre, continuer à travailler. Et merci pour ces conseils, merci d'être là. Je t'en prie. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.